Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est à la fois pour parler de sorties cinéma et de plateformes de streaming qu'on se retrouve aujourd'hui puisqu'on va évoquer une saga qui est maintenant un hybride entre ces deux médiums de distribution. Nous allons parler des deux films qui mettent comme héros et qui mettent à l'image le nouvel enquêteur qui est Benoît Blanc. Si vous ne connaissez pas Benoît Blanc, vous connaissez peut-être les deux films dont il est le héros, qui a eu énormément de publicité et de retours critiques autour de ces deux films. Le premier, À couteau tiré ou Knife Out, qui est sorti il y a quelques années, et le nouveau Glass Onion, qui est sorti la semaine dernière sur Netflix. C'est sur ces deux films que je compte revenir avec vous aujourd'hui, donc installez-vous confortablement, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, la première chose que je dois vous dire pour être parfaitement transparente et honnête avec vous concernant ce qui est maintenant une saga de films autour de l'enquêteur Benoît Blanc, c'est que je n'ai pas vu Knife Out, donc À couteau tiré, lorsqu'il est sorti au cinéma en 2019. C'était ouf, ça remonte, j'étais jeune à l'époque. J'étais dans une période où j'en avais marre des reprises d'enquêteurs un petit peu iconiques et des whodunit comme on les appelle, donc de ces enquêtes où il y a eu un meurtre, en général il y a un huis clos, tout le monde est suspect et où l'enquêteur de génie arrive à résoudre l'énigme. Les whodunit, on en a déjà parlé sur la chaîne puisque récemment, en septembre, il y a un film qui s'intitulait Coup de théâtre qui était sorti au cinéma qui reprenait le même principe du whodunit. C'est un principe dans lequel excelle la grande Agatha Christie. C'est également un petit peu le principe qu'on peut retrouver dans Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Donc c'est un principe qui est vraiment, on va dire, extrêmement ancré dans la littérature mais également dans le cinéma. Et moi en 2019, j'en avais marre de tous les nouveaux films, nouvelles tendances. Moi, je soutiens à fond les grands enquêteurs originaux, j'adore Hercule Poirot, j'aime beaucoup Miss Marple également, j'aime énormément Sherlock Holmes et j'en avais marre de ces reprises, redites, remakes, en fait de tous ces films qui s'inscrivaient dans la veine de ce qu'a pu faire Agatha Christie et j'avais le sentiment qu'on ne faisait que copier sans égaler ce qu'avait pu faire Agatha Christie, donc j'étais complètement passée à côté du film lorsqu'il était sorti en 2019. Le film, on en parle aujourd'hui puisque depuis, je l'ai vu et oui, j'ai été convertie, j'ai enfin découvert À couteau tiré. Donc le film à la base il était sorti le 27 novembre 2019 dans les salles, il dure 2h10, ce qui est une durée à peu près correcte par rapport au film d'aujourd'hui. Ça peut être long pour certains, mais vous le savez maintenant, les films font 1h45 à 2h très facilement. Et c'est donc un thriller, film à énigme, film d'enquête, appelez-le un petit peu comme vous voulez. Le film a été réalisé et scénarisé par Rian Johnson. Rian Johnson, c'est un réalisateur sur lequel je sais pas trop me positionner pour le moment. Il a fait des films que j'adore, comme Looper en 2012, qui est excellent, super bien écrit. Il l'avait d'ailleurs également scénarisé. Et j'ai l'impression que sur les films où il est à la fois à la scénarisation et à la réalisation, il excelle vraiment. C'est le cas dans À couteau tiré, c'est le cas dans Glass Onion, on va en reparler ensuite, c'est le cas dans Looper, et il était également à la tête par exemple de Star Wars 8. Honnêtement, Star Wars 8, de la nouvelle saga Star Wars, c'est celui que je trouve le plus visuellement intéressant, donc ça veut dire que la réalisation est bien, c'est le scénario qui pêche dans Star Wars 8, et il n'était pas derrière le scénario de Star Wars 8, donc je pense que Rian Johnson, c'est un réalisateur que je ne connais pas encore assez bien et qui excelle réellement dans son art lorsqu'il est à la fois à la scénarisation, ou du moins à la co-scénarisation, et à la réalisation de son film, puisqu'il peut vraiment aboutir sa volonté à la fois scénaristiquement et visuellement. J'aurai tout le temps de me faire une idée sur son travail, puisqu'il va nous revenir avec de futurs projets l'année prochaine, ainsi qu'en 2024, puisque c'est également lui qui réalisera le 3e opus de la saga Benoît Blanc, donc après À couteau tiré et Glass Onion, il y a un 3e film qui est en préparation. J'aurai le temps de me faire une idée un petit peu sur sa filmographie, mais voilà. Ce que je pense moi, c'est que vraiment c'est un réalisateur qui aime avoir la main à la fois sur son scénario et sur sa réalisation. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans Looper et c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans À couteau tiré qui est sorti en 2019. Parlons un petit peu plus de ce film. Au casting, nous avions Daniel Craig, donc Daniel Craig, c'est bien évidemment notre 007 depuis 2006, je crois, depuis Casino Royale. Oui, depuis Casino Royale, donc depuis 2006. C'est un acteur que personnellement, je n'apprécie pas forcément. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve qu'il manque de corde à son arc. J'ai l'impression qu'il joue toujours un petit peu le même personnage, un petit peu en retrait, peu émotif, etc. Et quand il rentre dans l'émotion, il va être dans une sorte de second degré, créant un petit peu le malaise, mais je trouve pas qu'il ait énormément de palettes, que ce soit dans l'émotivité, etc. Je sais pas, il passe très bien en tant que James Bond, c'est pas du tout mon James Bond préféré parce que moi je préfère les James Bond un peu dandy. Lui il a vraiment un James Bond un peu KGB, un peu vieux de la vieille, vieux routier qui en a vu d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Daniel Craig c'est pas forcément un acteur que j'apprécie particulièrement. J'aime certains de ses films, mais c'est pas un acteur sur lequel je me retourne et qui me donne envie de regarder un film.
À ses côtés, nous avons par contre une actrice que j'apprécie de plus en plus qui est Ana de Armas. On en a parlé sur la chaîne dans le film Blonde où elle était exceptionnelle, où elle était d'ailleurs la seule chose à sauver du film, ou presque, disons-le. Mais on a pu également la voir aux côtés de 007 dans Mourir peut attendre en 2021, ou encore évidemment dans Blade Runner 2049. Pour compléter ce casting assez 3 étoiles, il faut le dire, nous avons également Chris Evans, qui a incarné pendant très longtemps Captain America dans le MCU, et qui est actuellement en quête de se construire une nouvelle image au cinéma, puisque son rôle de Captain America dans le MCU est pour le moment terminé, de ce qu'on en sait en tout cas, et donc il faut un petit peu qu'il diversifie son image. Et également, que j'apprécie beaucoup, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, c'est bien évidemment l'héroïne de la saga Halloween. Et on en a très récemment parlé sur la chaîne parce qu'elle était excellente dans Everything Everywhere All at Once, film que j'ai beaucoup aimé et dont on avait parlé en août. Donc honnêtement, pour revenir en 2019, parler d'un sujet que j'en avais marre de voir à l'écran et que j'en avais marre d'être déçue en allant voir des Who Done It style. Et en plus, on avait un énorme casting et je dois être honnête avec vous. Quand on a une production qui sort un petit peu de nulle part, dont j'ai pas trop entendu parler, avec un énorme casting, moi je me dis toujours énorme casting, petit scénario. Parce que je me dis que le casting coûte extrêmement cher et que du coup, malheureusement, ça va pêcher sur d'autres parties du film. Donc en fait, pour être parfaitement transparente avec vous, j'avais d'énormes a priori sur ce film. Parce qu'on était sur un sujet qui me lassait au cinéma, dans lequel j'avais constamment l'impression d'être déçue, et j'avais d'énormes a priori parce qu'on avait un casting énorme, qui avait dû coûter très cher, et qui du coup me donnait le sentiment que j'allais être déçue. En fait, quand on a un côté trop publicitaire, trop produit d'appel, j'ai vraiment peur que derrière ça sonne creux. Et là, on avait à la fois une enquête, un enquêteur un petit peu excentrique et un énorme casting. Du coup, je me suis dit non mais c'est pas possible, derrière ça va sonner creux, je vais être déçue. Mais pour savoir si le scénario sonne creux, il faut déjà savoir ce qu'il nous raconte. Nous sommes dans une magnifique demeure familiale où un auteur de polar à succès, et donc immensément riche, fête ses 85 ans, entouré de sa famille qui ont tous une raison de l'assassiner, et devinez ce qui se passe, le monsieur meurt. Cependant, d'après les premières investigations, le monsieur s'est suicidé. Mais cet apparent suicide n'est pas suffisant pour la police et n'est surtout pas suffisant pour monsieur Benoît Blanc qui s'est joint aux forces de l'ordre, mais qui lui travaille dans le privé, c'est un enquêteur privé, et qui se décide à chercher plus loin et à savoir si ce monsieur s'est réellement suicidé ou si c'est l'un des membres présents dans la maison qui est à l'origine de son meurtre. Comme vous le voyez, on retrouve tous les codes du Who Done It, c'est-à-dire qu'on va avoir un enquêteur soit complètement dépressif, soit très charismatique, là on est plutôt sur un côté plutôt charismatique excentrique. Un huis clos généralement dans une belle demeure, en général les Who Done It ça se passe dans la bonne société, ça arrive plus rarement que ça se passe dans des couches plus populaires, là on est vraiment dans la grande demeure, riche collection, etc. avec un goût un petit peu excentrique pour donner de beaux plans à l'image mais qui participe aussi à l'esthétique du Who Done It puisque ce sont généralement des familles avec des membres tous assez éclectiques pour donner plein de personnages un petit peu archétypaux. Et c'est encore une fois le cas puisque nous avons également une affaire de famille avec plein de membres de la famille, tous très excentriques en leur sens, qui ont tous leur petite histoire, qui ont tous un passé un peu secret et qui sont tous très archétypaux. Entre les profiteurs, ceux qui veulent être indépendants, les histoires de famille, les histoires de coucherie, les histoires de divorce, etc. On est vraiment sur quelque chose d'assez classique et on est vraiment sur du déjà vu puisqu'on s'inscrit complètement dans les codes classiques du scénario du Who Done It. Mais malgré cet apparent classicisme qui personnellement m'avait complètement refroidi, le film a été nominé pour l'Oscar du meilleur scénario original et il a rencontré plutôt un grand succès que ce soit en salle auprès du public ou dans les critiques. Mais ce n'est que très longtemps après que je m'y suis réellement intéressée quand il a commencé à faire parler de lui sur la plateforme Netflix car une suite était en train d'arriver. Entre temps j'avais eu ma chaîne etc, je me suis mis à suivre des gens qui eux-mêmes regardaient des films et j'ai commencé à avoir des retours quand même très positifs sur le premier film de gens qui en fait attendaient cette suite Glass Onion et c'était deux films dont au final personnellement je n'avais pas vraiment entendu parler au-delà de ça et sur lesquels je m'étais pas du tout retournée. Et c'est à ce moment-là qu'en fait je me suis décidée à regarder à couteau tiré. Alors très arrangeant pour moi, il est arrivé le 1er décembre sur la plateforme Netflix mais ça on va en reparler puisqu'il y a eu toute une histoire sur le rachat etc. Concernant mon avis sur le premier film, honnêtement j'ai été super agréablement surprise. Je dois faire mon mea culpa à ce film, j'ai eu des a priori, j'avais des stéréotypes, j'ai eu des attentes négatives qui se sont basées uniquement sur les apparences et je reconnais que c'était pas bien parce que sans l'engouement autour de la suite et sans l'arrivée du film sur la plateforme Netflix, je ne l'aurais peut-être jamais vu et pourtant j'ai passé un excellent moment devant un couteau tiré. Malgré le fait qu'il suit tous les codes, le film est super frais parce qu'en fait on apporte un enquêteur qui ressemble aux enquêteurs que l'on connaît déjà, il est un petit peu maniéré, il a un petit peu des petites manies comme Hercule Poirot, il a un côté un petit peu asocial dans la retenue que peut avoir Sherlock Holmes avec des espèces de petits gimmicks un peu étranges quand il appuie sur les touches du piano etc, ça peut être un petit peu intriguant, mais il a un côté sympathique et social que peut avoir Miss Marple par exemple, et à côté de tout ça, il y a un humour et un côté décalé qui là est vraiment je trouve assez innovant pour un enquêteur qui se veut
peu être dans la veine de ces grands enquêteurs que j'ai cités, que j'ai trouvé super intéressant et super agréable. Et je dois reconnaître que Daniel Craig m'a plutôt agréablement surprise dans le premier film. Il ressemble à lui-même, je veux dire, il est toujours dans cette espèce de retenue un petit peu second degré, mais le côté dandy pour moi, il était relativement inattendu et je l'ai plutôt apprécié. Je trouve que cet enquêteur a du charisme tout en créant un nouveau genre et un nouveau style que je n'avais encore jamais vu dans ce genre d'enquête, et j'ai trouvé ça très frais et très sympathique. En plus de cela, le scénario est vraiment ficelé au poil. Moi, ce qui m'ennuie généralement, c'est que dans les whodunit, soit tu n'as aucun indice possible et imaginable pour résoudre l'affaire, et dans ce cas-là, ça te tombe du ciel tout cuit. En fait, c'est limite, l'enquêteur, il a des pouvoirs surnaturels. J'aime pas trop ce côté-là parce que toi-même, tu peux pas te mettre dans la position d'enquêteur, et moi, c'est ce que j'aime dans les films d'enquête. Soit à l'inverse, tu vas venir le truc 8000 ans en avance, et ça, c'est pas intéressant non plus. Là, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vraiment dans l'entre-deux. On a quand même une enquête qui est bien ficelée, très complexe, avec des rebondissements, et avec, tu commences à te faire une petite idée, puis une nouvelle information arrive, et l'information, il n'y a pas que l'enquêteur qui l'a, toi aussi tu l'as, parce que tu suis les différents personnages. Le personnage de Ana de Armas est par ailleurs très intéressant du coup dans ce scénario, mais d'autres, en fait, chaque personnage t'apporte un morceau de la bride, et c'est à toi, comme l'enquêteur, de faire le puzzle, et à la fin, vous vous rendez compte que, en tout cas dans mon cas, j'en étais arrivée aux mêmes conclusions que Benoît Blanc. Alors en soi, une fois que t'as eu tous les éléments de l'enquête, tu finis par comprendre ce qui s'est passé, mais il y a quand même la petite scénette de grand reveal qui est assez savoureuse à la fin, qui est très classique de ce genre de film, où l'enquêteur rassemble tout le monde et fait sa grande annonce. Et là, je trouve qu'ils ont utilisé une méthode qui est plutôt sympathique, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a l'ultime retournement de situation. C'est à ce moment-là que Benoît Blanc m'a vraiment surpris, parce qu'il a fait les choses complètement différemment d'habitude, et c'est intéressant, je trouve, mais honnêtement, l'histoire, elle est hyper bien ficelée. C'est vraiment très très bien monté, tu t'ennuies pas une seconde, le film est quand même long, 2h10, si c'est une histoire que tu vois venir en avance, tu t'ennuies, parce que oui, l'enquête, un nouvel indice. Et là non, chaque indice t'apporte quelque chose, c'est vraiment un scénario en puzzle, j'ai passé intellectuellement, j'ai mouliné, j'ai réfléchi, et c'était super stimulant, très intéressant en fait. Ça, allié à un personnage d'enquêteur qui est intéressant et qui est plutôt attachant, allié à des décors qui sont vraiment pensés, la zone d'interrogatoire où ils ont installé les chaises avec cette espèce de cercle de couteau derrière, c'est super beau, c'est très visuel, mais à la fois, c'est pas qu'est-ce que ça fait là, pourquoi ils ont mis là. Le fait d'interroger les gens là, c'est un petit peu absurde, mais ça s'intègre complètement à la déco de la maison, donc ça nous sort pas du scénario, ça nous sort pas de l'ambiance. Bref, j'ai trouvé que vraiment c'était intelligent et intéressant tout le long du film. Je n'ai pas parlé des cuts et du montage, mais c'est un des points les plus intéressants du premier film, je trouve, parce que il y a une façon où quand Benoît Blanc raconte ses théories, ou quand Benoît Blanc revient sur un événement, on nous montre un petit peu ce qui s'est passé, et c'est cuté de façon assez dynamique, pas ennuyante, pas trop speed non plus, mais je trouve qu'il y a une façon de monter et une façon de cutter le film qui est particulière. Je saurais pas vous dire exactement si c'est une technique, si ça a un nom ou Dieu sait quoi, je ne m'y connais pas assez, mais j'ai été sensible à cette façon de monter l'image, et en fait cette façon de nous raconter à la fois verbalement, nous raconter par les différents interrogatoires, etc., et nous raconter aussi visuellement ce qu'il se passe avec différents angles, avec différents points, avec le même événement qui nous est montré selon différents regards, etc. J'ai beaucoup apprécié. Donc mon avis sur le premier film est franchement extrêmement positif, je suis déçue de moi-même de l'avoir découvert aussi tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et franchement, mon avis sur le film était super positif, et donc quand je l'ai découvert début décembre, je n'attendais qu'une chose, c'était la suite. Que c'est comme ça qu'était présenté Glass Onion, le second film. Glass Onion, une histoire de à couteau tiré, donc c'était supposé être une suite, ou du moins un dérivé. Je me doutais bien qu'on retrouverait pas forcément les personnages du premier film, hormis l'enquêteur, puisque c'est un petit peu le principe dans ce genre de série de films, où c'est en fait, on suit l'enquêteur qui va d'une enquête à une autre. Des fois, il peut y avoir des personnages récurrents, comme Hastings avec le Poirot, donc le chef de la police, mais sinon, le principe de base, c'est surtout l'enquêteur qu'on retrouve et qui se retrouve constamment confronté à de nouvelles affaires. Je n'étais pas du tout étonnée de voir le casting changer, mais honnêtement, j'avais des attentes qui étaient assez fortes pour Glass Onion, une fois avoir découvert le premier film, parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose, que ce soit dans la personnalité de l'enquêteur, ou surtout dans l'intelligence d'écriture de ce premier scénario. Mais comment se fait-il, me direz-vous, que cette suite sorte sur Netflix et non en salle? Moi, je me suis dit, je n'ai pas vu le premier film en salle, j'ai pas pu soutenir cette réalisation, je vais aller voir Glass Onion en salle. Que nenni, ça sort directement sur la plateforme. Parce qu'entre-temps, Netflix a flairé le filon. Ils sont doués quand même en communication Netflix, et ils ont bien vu que le premier film avait eu beaucoup de succès, ils se sont battus et ils ont remporté les enchères pour 2 suites au prix de 450 millions de dollars d'après les chiffres que j'ai pu trouver, qui est une somme relativement énorme, mais par rapport à l'investissement que représentent ces films-là et c'est ce genre de franchise-là avec un enquêteur, c'est pas énorme. Le premier film a coûté 40 millions d'euros, le second film a coûté probablement entre 40 millions et 50 millions d'euros, et c'est des films qui, par principe même du huis clos, ne sont pas aussi chers que des grandes réalisations, puisqu'il ne faut qu'une seule localisation. Certes, il faut un casting plutôt imposant, d'autant plus que le héros c'est Daniel Craig, mais au final, le casting peut être rebrand à chaque film, hormis le casting du héros principal. Donc c'est pas des sagas qui sont extrêmement chères financièrement, mais par contre c'est des sagas qui peuvent être très très lucratives, comme les grandes sagas que j'ai déjà citées avant.
Et en soi, ils ont acheté 2 suites, mais il pourrait y en avoir quasi à l'infini, puisqu'il suffit juste, entre guillemets évidemment, d'avoir de nouvelles idées d'affaires et d'avoir l'acteur qui incarne ton enquêteur. Il n'y a pas vraiment besoin d'autres récurrences particulières, et la suite tu peux même l'avoir dans plusieurs années si le besoin se fait sentir. Donc dans l'absolu, ça se présente plutôt comme un bon investissement ce genre de saga. Évidemment pour les 2 suites, ils ont réengagé Rian Johnson, le réalisateur et scénariste sur le premier film, donc c'est lui qui revient pour Glass Onion et c'est lui qui reviendra en 2024 probablement pour le prochain film, qui n'a pas encore été annoncé ou daté, il est encore au stade d'écriture pour le moment. Daniel Craig est également confirmé pour les 2 films, mais il restait un problème épineux à régler pour Netflix, il n'avait pas les droits de distribution du premier film. Si vous avez pu voir comme moi à couteau tiré sur Netflix le 1er décembre, il faut savoir que ça a été une lutte assez longue, puisque Glass Onion, la suite, ils l'ont annoncé dès cet été. C'est Lionsgate qui était distributeur du premier film et qui avait le contrat de distribution du premier film, et Lionsgate était déjà assez contrarié qu'on leur ait piqué les 2 suites et que ce soit Netflix qui remportait les enchères pour les 2 suites. Donc ils ont vraiment fait pression sur Netflix par rapport au premier film à couteau tiré, ils ont finalement remporté les enchères, j'ai pas trouvé de somme précise qui ait été donnée, mais en tout cas ils les ont eu in extremis, puisque le premier film, donc à couteau tiré, est arrivé sur Netflix le 1er décembre et que la suite, elle, était annoncée pour le 23 décembre, juste avant les fêtes. Parfait pour regarder en famille. Le second film, Glass Onion, est donc sorti le 23 décembre 2022 sur la plateforme de streaming Netflix qui est coproducteur de ce second film. Il dure 1h19, donc à peine 9 minutes de plus que le premier, ce qui est donc très correct. Il est donc de nouveau réalisé par Rian Johnson, et on y retrouve donc de nouveau Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig. À ses côtés, nous avons un nouveau casting donc, avec notamment Madeline Klein, qui a joué dans la série The Originals, et qui a également eu un tout petit rôle dans la série Stranger Things. Nous avons Kate Hudson, qui a joué il y a longtemps de cela maintenant dans un film dont je fais la promotion sur cette chaîne, si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, c'est le film La Porte des Secrets qui est sorti en 2005, qui fait partie de mes films d'horreur fantastique, enfin plutôt d'épouvante fantastique favoris. C'est un film qui est vraiment très sympathique et dans lequel Get Out s'est très largement inspiré. Je milite très fortement pour la réhabilitation du film La Porte des Secrets, donc n'hésitez pas à aller le voir. Nous avons Jessica Henwick que nous avons pu voir dans Matrix 4 qui est sorti l'année dernière durant la même période. Évidemment Edward Norton qui était un des héros de Fight Club qui est sorti en 1999 qu'on ne présente plus et qui était également dans le film American History X, je sais pas si vous l'avez vu, je vous en avais parlé dans un de mes 10 films dont je vous ai caché, c'est un film que j'ai découvert récemment et que je trouve assez pertinent par rapport au regard qui est porté sur l'Amérique d'aujourd'hui, les tensions raciales, les tensions politiques qu'il peut y avoir aux États-Unis aujourd'hui. Le film est très intéressant même si, attention, il est très très dur, il fait un magnifique usage du noir et blanc par ailleurs. Et pour finir, nous avons également Janelle Monáe qui était dans le film Les Figures de l'ombre de 2016 qui est très bon et qui était également dans Bienvenue à Marwen en 2018 que j'avais également beaucoup apprécié. Donc on a un nouveau casting, on a quand même de fortes têtes d'affiche, on a des acteurs qui sont connus, mais c'est encore et toujours Daniel Craig qui est au cœur de l'histoire. L'histoire, quelle est-elle? Benoît Blanc, notre enquêteur, s'ennuie durant le confinement. Oui, c'est très dur pour un enquêteur le confinement parce que lui, il faut qu'il stimule son cerveau et qu'il stimule sa réflexion. Or, il est nul pour tous les jeux d'enquête, lui ce qu'il lui faut c'est des enquêtes en temps réel. C'est alors qu'il se retrouve invité par un mystérieux milliardaire sur une île pour une murder party gigantesque le temps d'un week-end. Évidemment, Benoît Blanc s'y rend, sauf que, surprise, petit 1, il n'était pas vraiment prévu au programme, petit 2, il se retrouve dans un huis clos, comme par hasard, avec ce milliardaire et son groupe d'amis, seuls sur cette île. Quel secret cache ce milliardaire? Quel secret cache cette île? Un meurtre va-t-il vraiment avoir lieu au milieu du grand Glass Onion qui trône au milieu de l'île? C'est tout le sujet de ce film. Donc comme vous l'avez compris, j'avais de très fortes attentes pour ce second opus et je vais vous annoncer la couleur directement. J'ai été extrêmement déçue, enfin extrêmement. J'ai quand même été très très déçue par ce second opus. Peut-être parce que je venais juste de voir le premier et que la comparaison était trop immédiate, que j'avais trop d'attentes parce que j'avais vraiment fait les montagnes russes par rapport à mon appréciation du premier film. Mais j'ai vraiment été déçue par ce second opus. En fait, j'ai l'impression que tout est un petit peu en dessous, tous les points sont un petit peu en dessous. La direction artistique par exemple, on a toujours ces cuts qui sont intéressants. On a par exemple au début du film des split screens que moi j'apprécie beaucoup et que je trouve sont pas assez utilisés au cinéma, mais le problème c'est que c'est que au début du film et ce truc ne revient pas du tout le reste. On a une photographie qui est sympathique, qui joue un petit peu sur la symétrie ou sur le regard de l'enquêteur qui va voir de loin une scène, etc. Mais là encore c'est quelques fulgurances et la plupart des autres plans sont par contre eux très classiques. Si les personnages du 1 étaient archétypaux mais dans une certaine finesse et avaient quand même été chacun bien développés, là on a peu de développement. La plupart des personnages, à part peut-être celui de Whisky, restent complètement coincés dans leur rôle, ne se développent pas assez, c'est-à-dire qu'on dirait vraiment des PNJ qui sont là pour jouer un rôle dans le grand théâtre de cette mise en scène. Pour le coup ça fait vraiment murder party organisé où t'as acheté la boîte et où t'as eu les cartes et ta carte personnage il y a 3 lignes dessus. Et ça c'est super décevant également. Après c'est pas le cas pour tous les personnages, le personnage de Benoît Blanc reste le personnage central
que l'on connaît déjà du premier film, et il est quand même intéressant. Le personnage de Whisky, comme je vous l'ai dit, m'a très agréablement surprise, et le personnage qui est joué par Janelle Monáe est également plutôt sympathique parce que c'est un personnage un petit peu à multiples facettes, mais honnêtement, la plupart des autres protagonistes sont plutôt décevants. Les décors, je crois que c'est ce qui m'a le plus déçu. On est dans une maison de milliardaires over random que tu peux voir n'importe où, qui a pas vraiment d'originalité particulière à part cette histoire de Glass Onion que honnêtement, j'ai pas méga trouvé impressionnante, on va dire. On dirait vraiment un cadre pour une télé-réalité. Il y a d'ailleurs certains plans qui y font écho. Alors il y a un message autour de tout ça dont on va reparler dans les messages du film. Ça pourrait être la maison de n'importe quel film, un petit peu vaguement d'espionnage, un petit peu vaguement de mafia. J'ai trouvé que pour le coup, le décor manquait énormément de personnalité, manquait vraiment d'identité, manquait vraiment d'originalité par rapport au premier film. Et d'une manière générale, tous les paramètres de ce film-là, j'ai passé mon temps à les comparer au premier. C'est une suite en fait, et c'est comme ça que Netflix vend le film. C'est d'ailleurs au cœur d'une polémique entre Netflix et le réalisateur Rian Johnson, qui ne souhaitait pas que le terme à couteau tiré ou que des références au premier film soient faites dans ce second, qu'il voulait complètement indépendant, il veut que chaque histoire soit indépendante, mais Netflix a insisté pour mettre sur les affiches une histoire de à couteau tiré, et c'est vrai que du coup, instinctivement, tu compares les deux films. Et moi, en comparant les deux films, tout est en dessous, et je crois que le pire, c'est pour le scénario. J'ai trouvé le scénario plutôt décevant, parce que le scénario est très alourdi par une volonté d'y accompagner et d'y insérer des messages sur la critique des réseaux sociaux, un regard sur la réussite, un regard sur le copinage, sur les relations, comment on appelle ça ? Le mot que je cherche, c'est corruption. Ça parle de corruption. Sur le lobbying, sur les réseaux sociaux, sur les médias, et je trouve ça lourdingue. J'ai trouvé ça lourdingue. Là où on est censé être à fond dans l'enquête et être à fond dans les indices, tout cela est alourdi et complètement parasité par une volonté de vouloir passer des messages. Et ça, c'est le point qui m'a le plus embêté en fait dans ce film, c'est qu'en soi, l'histoire est sympatoche. Elle est pas à la hauteur du, entre guillemets, génie que je donnerais au premier film. Alors le premier film n'est pas non plus parfait, etc. Mais le premier film m'a vraiment très agréablement surpris parce que c'était intelligent. Et en soi, il y avait 2-3 messages dans le premier film, notamment autour du personnage de Ana de Armas et de sa relation vis-à-vis de l'immigration. Et c'était subtil et ça faisait partie de la caractérisation du personnage. Là, c'est lourdingue. Le côté attention à ce que les réseaux vous disent, aux figures que vous suivez, les personnes qui ont du succès, les grands PDG ne sont pas forcément ceux que vous imaginez, les icônes politiques ne sont pas celles que vous imaginez. Pourquoi vouloir absolument mettre de la politique dans ce film ? Je n'ai pas compris pourquoi avoir voulu absolument alourdir ce scénario, sachant qu'un whodunit ça doit rester léger parce qu'il faut que tu sois quand même emporté dans ce tourbillon entre les personnages, les interrogatoires, les indices, les éléments, pour essayer ensuite d'attraper les différents morceaux et de faire ton puzzle, mais sans que ce soit lourdingue. Le premier film avait un côté léger où tu réfléchissais, où tu activais la machine, mais tu te laissais aller en fait. Là tu te laisses pas aller parce que tu passes ton temps à être alourdi et parasité par tout un message social, économique et surtout autour des médias qui, pour moi, dessert le film. Quand ça fait partie de la caractérisation du personnage, ça ne me dérange absolument pas. Ils ont par exemple rajouté la caractérisation de personnage à Benoît Blanc, qui peut revêtir pour certains ici un caractère politique ou idéologique, mais moi ça ne me gêne pas du tout dans le sens où ça fait partie du personnage, ça fait partie de donner de l'épaisseur, mais ça ne parasite pas l'histoire, absolument pas, ça ne prend quasiment aucune place dans l'histoire. C'est juste de la caractérisation de personnage, comme pour Ana de Armas dans le premier film. Mais là, cet aspect message, pour moi, il a tué dans l'œuf tout l'aspect léger et aventureux, aventure de l'esprit, en gros, énigme à résoudre de ce film-là, et j'ai trouvé ça très décevant. Bon, par ailleurs, l'enquête est peut-être moins pertinente, parce qu'au final, les conclusions sont quand même assez rapides à tirer. Certes, j'avais pas toutes les circonvolutions, donc du pourquoi, du comment, de qui, à quel moment, mais j'en suis arrivée à peu près aux mêmes conclusions. Le seul truc qui est un petit peu surprenant, c'est l'événement autour du personnage de Janelle Monáe, mais c'est pas non plus... c'est très rapidement révélé en fait, du coup il y a pas vraiment de suspense particulier, donc ce film m'a beaucoup déçu en fait, soyons honnêtes, le film m'a beaucoup déçu. Il est pas du tout mauvais, tu passes quand même un bon moment, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup moins bien équilibré et beaucoup moins agréable intellectuellement que le premier film. Du coup, si je fais le bilan sur ces 2 films, j'ai énormément apprécié et ça a été une très bonne surprise pour moi à couteau tiré, donc Knives Out, que j'ai trouvé léger, intéressant, innovant, un petit peu, on va dire, échevelé, mais juste ce qu'il faut. L'humour était parfaitement dosé. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, l'humour dans Glass Onion, il est beaucoup plus lourdingue, notamment autour du personnage qui est incarné par Batista, qui d'ailleurs
pas trop mal lui comme acteur, c'est un des rares acteurs que j'ai trouvé qui avait quelques fulgurances, même si son personnage n'est pas assez développé. Le personnage de Batista par exemple au niveau de l'humour il est hyper lourd, c'est vraiment... ou le plan caché derrière l'arbre, c'est vraiment... C'est pas de l'humour un peu dandy, de l'humour un peu subtil, de l'humour un peu à l'anglaise comme on avait dans le premier film, mais en tout cas le premier film ça avait vraiment été une révélation et je vous le recommande à 100%, tu passes vraiment un bon moment si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez les enquêteurs un peu charismatiques, si vous aimez vous torturer l'esprit pour résoudre une enquête policière, allez-y pour le premier film. Le second c'est plus pour passer un moment sympathique, mais il y a beaucoup moins de richesse dans l'élaboration du scénario et dans l'élaboration de l'enquête. Le tout est assez parasité par beaucoup de superflu tout autour avec une volonté de passer un message sur les médias. D'ailleurs le fait que l'espèce de villa ressemble à une villa de télé-réalité et que les personnages ressemblent à des personnages de télé-réalité, ça y joue peut-être aussi, mais il y a un sous-texte qui est trop présent, il y a un message social qui est trop présent, il y a une volonté de 2022ifier le film avec le rapport trop immédiat au Covid, le rapport trop immédiat aux médias, la ressemblance trop frappante entre certains personnages et des grands entrepreneurs que l'on peut connaître comme Elon Musk par exemple. Enfin voilà, c'est un petit peu pâteau. Là où le premier film était aérien dans sa façon d'être réalisé et très intelligent et très subtil, le second film est pâteau et lourdingue, ce que je trouve très décevant. Donc si vous ne devez en choisir qu'un, choisissez le premier. Dans tous les cas, les deux sont très sympathiques. Je pense que je verrai le troisième parce que j'avoue beaucoup apprécier l'enquêteur Benoît Blanc. Je pense que Rian Johnson a un vrai potentiel à la réalisation et à la scénarisation, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait s'il a assez de liberté et assez la main mise sur tout ce qu'il fait. Or, je ne sais pas jusqu'à quel point, dans son partenariat avec Netflix, il a eu la liberté de ce qu'il a réalisé et jusqu'à quel point il était seul aux commandes, entre guillemets. On voit un petit peu le conflit autour du titre et le fait que soit référencé sur l'affiche le premier film alors qu'il ne le voulait pas, qu'il n'y a pas forcément pris toutes les décisions par lui-même, donc je sais pas jusqu'à quel point les défauts du second film viennent de lui ou ne viennent pas de lui. Mais c'était en tout cas deux films très sympathiques pour les vacances de Noël et je trouvais ça original de vous en parler dans la même vidéo puisque de toute façon ils font partie d'une saga et qu'au final ce sont deux créations qu'il est très difficile de ne pas comparer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur À couteau tiré et Glass Onion jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like. J'en profite si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie pour vous souhaiter une très joyeuse nouvelle année car oui cette vidéo devrait sortir le 1er janvier 2023. Je vous souhaite à tous une très joyeuse année 2023. J'espère qu'on en passera une partie ensemble pour parler de toutes ces sorties que j'attends en 2023. Si vous n'avez pas vu mon top 10 sur mes attentes de 2023, il est en ligne et arrive très vite sur la chaîne. Mon top 10 de l'année précédente, donc des films que j'ai vus, ainsi que mon flop 10, mes déceptions de l'année 2022. Voilà pour le programme, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo pour me soutenir dans ce que je fais, n'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne nouvelle année, de succulents visionnages, peut-être à couteau tiré sur Netflix ou Glass Onion. Surtout, prenez soin de vous, buvez de l'eau si vous avez un petit peu mal au crâne, et nous on se dit à très vite. Parti pour le show, et c'est parti, ça est chaud, et c'est parti, je sais plus c'est quoi les paroles. Faudrait vraiment une deuxième light LED. Ouais, mais il faudrait une deuxième. Parce que là, on sent qu'il y a toujours un déséquilibre, il y a beaucoup plus de lumière qui vient de ce côté-là que de lumière qui vient de ce côté-là. D'ailleurs, il y a peu d'influence sur mon visage. Il faudrait une deuxième, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là. Ouf on est le 31 pour moi. On est le premier pour vous, normalement, si j'ai eu le temps de monter la vidéo entre temps. Mais j'ai quand même un big planning demain, donc je vais me coucher en mode Mamie Lily. Ce soir, je vais faire minuit, youhou. Hop, le champagne, talalala, et puis 1h du matin, coucou panier, parce que j'ai une vie fascinante. Après, j'aime pas trop faire la fête. Enfin, j'adore passer du temps avec mes amis, mais j'aime pas les grosses soirées, j'aime pas aller en boîte, tout ça, donc c'est pas du tout le programme. On n'est pas là pour ça. Un gros café dans ma nouvelle tasse, je sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu. Je l'ai eu en cadeau de Noël par ma maman, c'est une pile de bouquins avec un sissi, j'adore. D'ailleurs il est pas là, il est où? Je suis trop mieux. Ah non mais c'est le trépied qui est pas à sa place. Oh là là, mais c'est déplorable tout ça. Non. C'est droit? Non c'est pas droit. Hein. J'ai l'impression de reprendre les tournages comme si j'avais eu des méga vacances alors que je l'ai filmé il y a genre 4 jours. 3 jours. Déplorable. Bref, bonjour à tous. Et je milite pour la réhabilitation. Et je milite très fort. Et on a par exemple au début du film des... il y a du copinage entre les politiques. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on n'a pas traduit Glass Onion. Oignon de verre.
à couteau tiré et oignon de verre. Je trouve que oignon de verre en plus c'est plutôt joli en français, enfin bref. Là on est la veille, hein, c'est pour ça que j'ai pas l'air d'une déterrée, mais normalement comme à peu près tout le monde sur cette planète, j'aurai l'air d'une déterrée dans mon canapé demain. Bon, c'est pas tout ça. Mais il faut qu'on s'habille pour le nouvel an parce que là il est 17h. Et pour le 31, on a décidé de se faire un escape game. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais je vous ai prévu un petit message pour minuit, pour ceux qui sont chez eux ou qui sont au travail et qui passeraient par là. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous souhaiter le nouvel an au moment du nouvel an. Donc voilà, j'arrête pas de dire voilà, je vous laisse. Voilà. Allez, ciao.